de la santé et de l'action sociale compte sur chacun pour limiter la propagation du coronavirus. Pour toute autre information, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Orange Money taxaw na temm ngir indi leen ay pexe yu leen di gunge ci xeexum coronavirus bi na ngeen moytu jaxasoo yi wàññi saafonte bi ngir aar seen bopp aar ñi leen wër fii ba le 24 avril saa yu leen di fay seen facture Senelec wala seen eau mbaa seen recharge Woyofal doo leen ci fay benn frais maanaam dara mën ngeen a fekk seen service Orange Money yépp ci dièse 144 dièse mbaa ci seen application ngir mën a toog seen kër fay seeni facture yónnee ak jot xaalis fépp ci Sénégal ak ci sous-région bi jënd ak seen kalpe te doo ci fay benn frais doo ci laal xaalis toog leen seen kër nañu ànd xeex coronavirus bi ñu ngi leen di fàttali ni réabonnement Canal Plus facture Sonatel ak Teranga tamit doo leen ci fay benn frais. Orange Money est un service de Orange Finance Mobile Sénégal. Orange. L'épidémie à coronavirus touche plusieurs pays dont le Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale invite toute la population à continuer à respecter les mesures d'hygiène individuelles et collectives, se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, utiliser un mouchoir pour tousser, éternuer ou se moucher, puis jeter le mouchoir dans une poubelle, ou bien tousser ou éternuer dans le creux du coude. Éviter les grands rassemblements, les accolades et de se serrer la main. Pour plus d'informations, appelez gratuitement au 800 00 50 50. Ensemble, nous vaincrons le coronavirus. Sénégal, e-radio, ici et ailleurs, vous avez rendez-vous. Rendez-vous avec l'information. Touba Mbacké, Gora Ndak Lo, e-radio. Mountaga Kane, e-radio, Louga. Samba Diaksar, Matam, e-radio. Aliou Kanbour, e-radio. Isidore Alexandre Sen, Thiès, e-radio. Babacar Seck, Rufisque, e-radio. E-radio Kolda, Sédhiou Diatta. Saint-Louis, Montmorency, e-radio. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, e-radio. Guédiawaye Mamadou Lamine Fati, e-radio. Assane Ba, Ziguinchor, e-radio. Pancho Lamadou Bari, e-radio. Mamadou Mokhtar Souare, Guinée Conakry, e-radio. Paris, Ibrahima Kamara, e-radio. E-radio, professionnalisme, sens aigu de la responsabilité sociale, indépendance, impartialité, seul l'intérêt général compte. 90.3 e-radio, ici et ailleurs. À la place d'une annulation, le G20 opte pour la suspension de la dette africaine pour une durée de 12 mois. Quels sont les enjeux sur cette question? Quelle doit être la reconfiguration de l'économie sénégalaise et africaine en général après la pandémie? Pourquoi, 60 ans après les indépendances, le Sénégal patauge encore dans le sous-développement? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 19 avril 2020 Ahmadou Alimbaye, professeur d'économie et de politique publique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est en même temps directeur de programme doctoral régional sur l'économie du changement climatique WASCAL, et Ibrahima Malik Tchoun, juriste d'affaires, directeur du cabinet d'études et d'expertise juridique et fiscale. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur e-radio 90.3 avec Alassane Sambadjo. Nous sommes dimanche 19 avril 2020. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps, qui soit donc Alimbaye. Alimbaye, on ne le présente plus aux Sénégalais, c'est l'ancien doyen de la faculté de la FASEC. Alimbaye, économiste et spécialiste des politiques publiques à Cheikh Anta Diop de Dakar. Il occupe actuellement les fonctions de directeur du programme doctoral régional sur l'économie du changement climatique, WASCAL. Auparavant, il a servi comme doyen de la FASEC et président du CIRERA, organisation regroupant les doyens et directeurs des centres de recherche en économie en Afrique francophone. Alimbaye aussi à son actif beaucoup de publications en économie du développement, occupe aussi beaucoup de positions dans les centres de recherche et think tanks internationaux. Notamment, il est membre du programme Committee de African Economy Research Consortium, Senior Research Fellow à la ZEF, Centre de recherche pour le développement, Université de Bonn,
et non-résident senior Fleo à la Brookings Institute à Washington DC. Nous sommes aussi avec Ibrahim Malik Tchoun qui est juriste, économiste aussi et surtout aussi juriste d'affaires. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le débat s'est posé depuis quelques jours. Le président Macky Sall a donné une interview à nos confrères de RFI et de France 24. La dette est revenue au centre de la question. Le G20 veut, lui, suspendre la dette pour 12 mois. L'Afrique veut une annulation de la dette. Quels peuvent être les enjeux cette annulation? Merci beaucoup Alassane. Permettez-moi tout d'abord de vous saluer, de saluer M. Tchoun qui partage le plateau avec moi aujourd'hui et de saluer également vos auditeurs et téléspectateurs. Et également saisir l'occasion pour m'excuser auprès de vous-même et de vos téléspectateurs et auditeurs pour n'avoir pas pu être des vôtres la semaine passée du fait d'un événement malheureux que ma famille a connu. Alors, pour répondre à votre question, je commencerai par dire que la dette est un enjeu central pour l'Afrique, mais également pour ses partenaires économiques. Et pour nous, écoutez, la raison est évidente. Nos pays n'ont pas d'espace budgétaire. Pour faire plus simple, on n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Lorsque j'ai entendu le président annoncer son plan de 1000 milliards, la première question que je me suis posée, c'est où est-ce qu'il va trouver l'argent? Parce que si vous regardez la structure du budget, mais vous vous rendrez très rapidement compte qu'il n'y a pas beaucoup de leviers sur lesquels l'État peut agir. Essayons de synthétiser. On a des recettes fiscales de l'ordre d'environ 2600 milliards. Sur les 2600 milliards, si vous enlevez ce qu'on appelle les dépenses fiscales, et les gens n'en parlent pas beaucoup, toutes les exonérations qu'on accorde aux entreprises, aux ménages, ça nous a coûté en 2014 40% des recettes fiscales, 7% du PIB. Dans une étude que nous avons faite avec le Center for Global Development à Washington, on s'est rendu compte que le Sénégal se plaçait dans le peloton de tête des pays où les exemptions fiscales étaient les plus élevées. Depuis 2014, il n'y a plus eu de chiffres officiels sur ça. Donc, si vous enlevez les exemptions fiscales, il ne reste plus grand-chose du côté des recettes. Et si vous prenez en compte le fait que, avec la crise, l'activité productive diminue. Or, la pression fiscale est étroitement liée avec l'activité productive. Ça constitue un autre manque à gagner. Du côté des dépenses, il y a les salaires qui représentent à peu près 800 milliards. Il y a le remboursement de la dette qui représente à peu près 500 milliards. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, avec cet allègement, il y a quand même... il ne faut pas faire la fine bouche, c'est carrément une bouffée d'oxygène pour nos pays. Et ça, c'est incontestable. Maintenant, du côté des bailleurs, il faudrait peut-être qu'ils fassent plus. Bon, mais là aussi, il faudrait que nos gouvernements les rassurent. Et là, on pourrait peut-être en parler davantage dans l'émission. Vraiment, l'État du Sénégal veut être la tête de pont pour demander l'annulation de la dette. Mais les bailleurs de fonds disent qu'ils suspendent la dette pour 12 mois. Le temps de voir. C'était estimé que ce moment, ça peut être soulagement pour les économies africaines qui sont surendettées et qui sont asphyxiées. Mais le problème qui se pose au niveau des bailleurs de fonds, je leur demande, est-ce qu'il y a la confiance qui est là par rapport au gouvernement africain? Parce que ce n'est pas la première fois que les bailleurs de fonds effacent la dette africaine. En 2006, cela a été fait, mais en moins de 3 ans, le stock de la dette a été reconstitué. Alassane, cette dette, c'est un serpent de mer. Vous savez, la dette, c'est une charge, c'est un fardeau. On parle de fardeau de la dette. S'en décharger est toujours très bien, comme l'a expliqué le professeur, par rapport aux avantages budgétaires que cela peut donner à un État comme le nôtre. Mais la problématique de la dette africaine est une problématique très compliquée. Elle est nécessaire pour que nos économies puissent vivre et survivre, mais dans le même temps, elle pose problème parce que certaines dettes ont été créées par les bailleurs. On se souvient tous des programmes d'ajustement structurel qui ont été des programmes mal ficelés et qui ont conduit certains États africains à supporter une charge de la dette très lourde. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la suspension de cette dette-là ne règle pas le problème. Aujourd'hui, les pays africains, à la suite de l'échec de l'initiative PPTE, n'en sont plus à demander une suspension de la dette. Aujourd'hui, l'économie mondiale, la structure de l'économie mondiale ne demande plus des mesures, on va dire des mesures cosmétiques. Il faut qu'on aille dans des mesures de fond. D'où l'intérêt de l'appel du président de la République quand il parle de nouvel ordre mondial. Un terme assez chargé d'ailleurs, pour moi, qui est assez malvenu, parce qu'il est
très connoté, parce que nouvel ordre mondial, ça renvoie à des problématiques complotistes, mais il reste qu'il en appelle à une nouvelle reconfiguration des rapports politiques et économiques à l'échelle internationale. C'est ça. Et cette reconfiguration-là, elle doit permettre de rebattre les cartes. Il est assez malheureux de noter par contre que le président de la République, qui est la tête de pont de cet appel-là, n'a trouvé motif pour demander l'annulation de la dette que la circonstance exceptionnelle de la crise. Donc, aujourd'hui, l'annulation de la dette qui est demandée par les présidents par l'Afrique à travers l'appel du président Macky Sall n'est pas une nouvelle stratégie d'endettement, n'est pas une nouvelle réflexion sur comment repositionner ou reconfigurer nos économies, mais c'est plutôt parce que il y a le Covid qui est là, il est vrai, qui appelle des dépenses urgentes de prise en charge de la maladie, qui va appeler des mesures de soutien des économies, qui va appeler des mesures de relance de nos économies, mais ça, ce n'est pas un prétexte assez solide. L'autre chose qu'on peut ajouter à cette histoire de dette, c'est qu'elle pose également un problème de gouvernance en Afrique. Aujourd'hui, on voit toutes les sociétés civiles en Afrique bouger pour dire, écoutez, on n'a pas... La dette, c'est de la confiance. La dette, c'est un rapport de confiance. C'est un rapport entre un créancier et un débiteur. Tout rapport entre un créancier et un débiteur repose sur un principe de confiance. Parce que le crédit vient de credire, latin, qui veut dire confiance. Or, aujourd'hui, la question est de savoir si oui ou non, alléger la dette ou supprimer la dette ne serait pas une autre manière de donner une sorte de quitus de mauvaise gestion pour tout ce qui a été fait en Afrique pendant énormément de temps. Parce que, écoutez, cette dette-là, elle est là depuis les indépendances. Elle n'a jamais réglé les problèmes. D'ailleurs, certains ont pu dire que cette dette-là était une forme de gestion de certaines positions européennes ou de certaines positions des bailleurs, et qu'aujourd'hui, cette dette devait être pensée autrement. C'est pourquoi les sociétés civiles aujourd'hui sont en train de demander à nos gouvernants d'être un peu plus clairs. La troisième chose, c'est que cette dette-là, une fois qu'on a dit la dette africaine, on n'a pas tout dit, parce que la dette africaine, c'est une dette diverse et variée. Ce n'est pas une dette monolithique, ce n'est pas une dette uniforme. Hein. C'est une dette qui est détenue par au moins 3 catégories de créanciers. Il y a les créanciers bilatéraux et multilatéraux, donc les États. Il y a les créanciers FMI, Banque mondiale, mais il y a également les créanciers privés. Si on parle d'annulation de la dette, de quelle annulation parle-t-on? Aujourd'hui, je crois qu'on parle de l'annulation de la dette, de la créance des États, ou bien peut-être du Club de Paris, parce que dans le Club de Paris, ils ont des mécanismes d'intervention de ce type. Mais les créanciers privés, on en fait quoi? Il ne faut pas que, en réglant cette crise-là, on crée une autre crise. Il y a Dominique Strauss-Kahn qui a fait un article très heureux, qui a fait paraître un article très heureux sur la problématique de la dette en parlant de crise, mais il identifie 3 types de crises. De crise de l'être, crise de l'avoir, mais surtout crise du pouvoir. Le coronavirus est en train de poser pour les pays africains des crises actuelles, mais des crises après la crise. Parce qu'au-delà de la crise de pouvoir que ces pays, le coronavirus est en train de poser, on en est obligé de demander un soutien massif pour régler nos problèmes urgents, parce que 1000 milliards aujourd'hui, on a vu le ministre de l'économie et des finances, le ministre des finances et du budget faire une sorte de litanie de l'ensemble des donateurs pour dire qu'on n'avait pas suffisamment de possibilités de recettes pour pourvoir à ces dépenses qui étaient urgentes. Mais ça montre qu'on est toujours dans une sorte de dépendance. Après 60 ans d'indépendance, on n'a pas pu gérer ces souverainetés économiques et budgétaires qui nous laissent à la merci de ces types de demandes. Oui. Ali Mbaye, est-ce que l'un des enjeux de la dette, comme l'ont dit certains, c'est une bataille en filigrane entre la Chine et les pays dits européens? Parce que la plupart des pays africains sont endettés massivement auprès de la Chine. Diminuer la dette de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, est-ce que ce n'est pas une façon pour la reprise en main de l'Europe du combat qu'ils veulent mener pour la souveraineté africaine? Oui, je crois que là vous posez une question très intéressante. Mais avant d'y répondre plus directement, permettez-moi de rebondir sur quelque chose que M. Thioune vient de dire et que je trouve très pertinent. Le problème de confiance. Vous savez, il y a maintenant un phénomène qu'on observe en Occident et que les économistes appellent donor fatigue, c'est-à-dire la lassitude des bailleurs concernant tout ce qui touche à l'aide et aux prêts concessionnels, qui sont une forme d'aide. Alors, les bailleurs doivent rassurer leur opinion publique sur l'utilité de ce qu'ils font. Parce que, comme vous l'avez rappelé,
ce n'est pas la première fois qu'on parle d'annulation de la dette. Il y a eu des expériences d'annulation, mais qui ont été presque immédiatement suivies par un endettement aussi massif qu'improductif. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. La dette en soi n'est pas mauvaise, mais c'est l'utilisation qui en est faite qui peut être problématique. Et ce qu'on a constaté concernant la dette africaine, c'est que ça a servi à financer des projets qui n'étaient pas productifs. Oui. Parce que si les projets avaient été productifs, on ne serait pas là à parler de ce problème de surendettement. Maintenant, il y a une question géopolitique très intéressante que vous posez. Les Occidentaux ont peur de leurs opinions publiques, mais ils ont également peur de la Chine. Parce que le surendettement qui a été observé ces derniers temps en Afrique, ça a bénéficié essentiellement à la Chine. Et ça crée des problèmes énormes, même à certaines organisations multilatérales. Des organisations comme la Banque mondiale, je crois que là, ce n'est pas un secret, hein, la presse en a beaucoup parlé, ont eu à faire face à des oppositions assez fortes de la part des Américains. Quand on parle des Américains, les gens pensent souvent c'est le président, mais même de quelques sénateurs, par rapport à l'appui qu'ils accordent à la Chine. Donc, cette question de bataille pour le contrôle du leadership mondial ne peut pas être exclue de ces discussions concernant la dette. Les Occidentaux seraient tout à fait attentifs, à mon avis, à la position de la Chine par rapport à la géopolitique mondiale, et en particulier par rapport à cette question de la dette. Est-ce que si on annule la dette des Africains et qu'on leur donne davantage de ressources, d'abord, est-ce que ces ressources seront bien utilisées? Je rappelle qu'il y a un professeur qui est bien connu, un professeur d'université qui est bien connu, mais qui a cyniquement dit, écoutez, il ne faut pas qu'on se casse la tête. Il faut juste reprêter aux Africains l'argent qu'ils ont volé et qu'ils ont déposé chez nous. Donc vous voyez le niveau de confiance, la faiblesse de la confiance en Occident. Donc ça c'est un problème, mais l'autre problème c'est qu'il ne faudrait pas que les dettes, les emprunts vis-à-vis des Chinois s'accumulent. Ils ne font pas d'ailleurs de dissociation entre les deux parce qu'ils n'ont pas une bonne opinion du niveau de la gouvernance en Chine. Je ne dis pas qu'ils aient raison, mais je dis que voilà les contraintes dans lesquelles ils sont en train de naviguer. Et tantôt, vous disiez dans votre propos au départ qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne paient pas le fisc, qui sont exonérées. Et que ces exonérations font partie quand même d'une somme très importante. Ah oui. Les Sénégalais ne paient pas les impôts, certains arrivent à passer entre les mailles du filet pour ne pas payer les impôts. Et ce qui fait c'est l'endettement encore beaucoup plus lourd. Oui, je vois ça. Et ça pose un problème de gouvernance, encore une fois. Parce que n'oubliez pas que tout ça, ça se retrouve à Washington. Parce que cette étude-là, ça a été une étude financée par Gates, qui est quand même neutre et entreprise par le Center for Global Development, qui est un think tank, qui n'est pas politique. Ils ont comparé les performances budgétaires de beaucoup de pays, dont le Sénégal, et c'est nous qui avons fait l'étude sur le Sénégal. Et effectivement, quand on a regardé les chiffres, on était à 40% de recettes fiscales. Et ce n'est pas les plus pauvres qui en ont profité. C'est les multinationales, quelques entreprises minières et autres. Là, je crois que si le président est à la recherche d'argent pour financer son plan, je crois que c'est de ce côté-là qu'il devrait commencer par regarder. Parce qu'on a vu le président dans son discours dire que la somme qui est demandée n'est pas très importante par rapport aux enjeux qui se posent, mais les gens se demandent aussi qu'en Afrique, par an, il y a plus de 60 000 milliards de flux financiers fixes qui sortent du continent par l'extérieur. Et les pays africains n'ont aucune mainmise sur ça. Oui, il faut également le constater pour le regretter. Il y a cette dette... on va dire ce que les gens ont appelé cette exonération fiscale à outrance, qui a été une sorte d'amnistie fiscale. On y a été un peu forcé et contraint à un certain moment. Pourquoi? L'Afrique, les économies africaines ont été structurées de façon extravertie pour capter le maximum de financement extérieur. Donc pour attirer ces financements extérieurs, on l'a vu dans l'affaire du pétrole sénégalais. Dans l'affaire du pétrole sénégalais, l'argument de l'État du Sénégal a été de dire nous, on avait les ressources personnelles, mais on était en incapacité technique et financière de procéder à l'exploitation. Donc, il était donc normal que ceux qui osaient venir, je crois que même le président a dit que ceux qui osaient venir étaient courageux, ceux qui osaient venir devaient avoir un certain nombre d'avantages. C'est une pratique qu'on retrouve dans le monde, parce que même la France, pour attirer des investissements extérieurs, peut apprêter un peu sa fiscalité à cet effet-là. Mais nous, le niveau auquel on est arrivé est un niveau qui est insoutenable à terme pour nos économies. Pour revenir sur la question chinoise, la dette chinoise est aujourd'hui qualifiée d'une dette prédatrice. Parce que
les Chinois font des prêts irremboursables. La structure des prêts qui sont faits par la Chine, ce sont des prêts irremboursables par les économies africaines, mais les Chinois se font rembourser par des actifs miniers ou par des terres arables. C'est ça le problème. Derrière la dette chinoise, ce qui se joue, ce n'est pas tant une dépendance économique, parce que tout ça, ça peut se gérer, mais ce qui se joue, c'est qu'on est en train, par la dette chinoise, d'être dépossédé de nos ressources minières. Ça, c'est un gros problème qui va exploser en Afrique dans pas longtemps. Maintenant, l'Afrique a un mal qui est un mal qu'on connaît depuis maintenant assez longtemps, c'est la gouvernance. On a un problème de confiance dans les élites. Il est en train de se réveiller, une opinion africaine qui est en train de demander un certain nombre de choses qu'on aurait dû régler il y a 30 ans ou 40 ans au maximum. Regardez bien quel est l'ensemble des revendications qui sont formulées par les sociétés civiles africaines. On parle d'autonomie budgétaire, parce qu'on ne peut pas avoir de politique budgétaire si on n'a pas une assise sur sa monnaie, sa politique monétaire. Parce que c'est un instrument de politique interne. Parce que les politiques économiques, la politique budgétaire et la politique monétaire sont corrélées à des objectifs de la politique économique, que ce soit un objectif interne ou un objectif externe. C'est un peu ça qui permet de jouer sur tel levier ou tel autre levier. Mais nous, on n'a aucune prise sur ces aspects-là. Aujourd'hui, la BCEAO est presque incapable de réagir comme le fait la Fed aux États-Unis, par exemple, ou bien ce que la Banque Centrale Européenne fait. On est dans l'incapacité. On est dans des incapacités structurelles. C'est pour cette raison que je suis assez gêné aux entournures par la demande du président de la République. Quand le président de la République, pour régler un problème structurel, parce que de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est comment restructurer l'économie africaine, restructurer les rapports entre l'Afrique et les bailleurs de fonds. Donc, on est dans des logiques structurelles. Mais l'appel est fait pour régler un problème conjoncturel. C'est là où il y a une sorte de distorsion dans le discours, dans la cohérence du discours. Et ça, c'est problématique pour l'Afrique. Ça pose le problème du leadership africain. Il nous faut avoir des leaders qui sont dans des projections à long terme, qui ne sont pas dans des projections court-termistes. Cela n'enlève en rien, c'est en cela qu'il y a un paradoxe, cela n'enlève en rien le fait que le président de la République aujourd'hui se positionne comme étant un leader visionnaire. Mais il faudrait qu'on puisse challenger et critiquer son discours pour permettre à ce discours-là de se massifier et de se lire dans une perspective temporelle assez longue. Mais si on analyse au pied de la lettre ces dires, on se rend compte que la vision est assez court-termiste et elle n'est pas ambitieuse. Et le professeur l'a extrêmement bien dit. Aujourd'hui, si on suspend les dettes ou bien on les annule, on va certes libérer des capacités d'endettement. Mais ces capacités d'endettement, elles vont servir à quoi? Parce que la question n'est pas réglée. Aujourd'hui, est-ce qu'on va emprunter en devise ou en monnaie locale? C'est une première question, parce que j'ai vu Abdourahmane Sarr faire une réflexion assez intéressante sur cette question-là. J'ai également vu Felwine Sarr faire une autre réflexion assez pertinente sur cette question de l'après-Covid. Donc, si on a une suspension ou bien une annulation, comment on peut rapidement tourner dans un autre cycle un peu plus pernicieux que celui dans lequel on est actuellement? C'est une question qui doit être posée et qui ne l'est pas encore. Mais présentement, la crise, elle est là. Elle est holistique, elle est multidimensionnelle, elle touche tout le monde. Surtout le secteur informel au Sénégal qui est durement touché parce que peut-être n'a pas été répertorié dans l'aide alimentaire, entre autres. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment pour que l'économie puisse tenir, puisqu'on ne sait pas quand le Covid va partir? Et les solutions qu'on a données, peut-être c'est des solutions à court terme. Et si la crise se poursuit, on fait quoi? Je crois que ça, c'est une très bonne question. Je crois qu'il faut que les gens pensent horizon temporel. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de 1000 milliards, mais on a besoin de 1000 milliards à quel horizon temporel? Est-ce que c'est pour régler les problèmes pour 2 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, pour 1 an? Je crois que ça, il faut que ça soit clair. À mon avis, les 1000 milliards, c'est juste pour le très court terme. Mais très rapidement, l'ampleur des besoins risque de dépasser cette enveloppe. Alors, et la crise a 2 dimensions qui sont enchevêtrées, qui sont entremêlées, qu'il est difficile de démêler. C'est la dimension sanitaire et la dimension économique. Du point de vue santé, on sait que pour limiter la propagation, il faut une distanciation sociale. Mais notre système de production repose sur la promiscuité. Regardez ce qui se fait
dans le système de transport public, au niveau de nos marchés, au niveau des marchés aux poissons, au niveau des pirogues. Vous voyez, les entreprises informelles qui représentent 97% du secteur privé fonctionnent sur la base de la promiscuité. Mais qu'est-ce que vous allez en faire si vous les confinez? Mais il n'y a que 2 méthodes de confinement qu'on a vues jusqu'ici. La méthode chinoise et la méthode occidentale. La méthode chinoise, les Chinois ont demandé à tout le monde de rester chez soi. Et après, ils ont mis en place un système d'organisation tel que c'est le gouvernement qui passe au niveau des immeubles et qui nourrit les gens. Mais ça demande une organisation extraordinaire. Logistique. Parce qu'il faut aussi, il faut aussi prendre en compte les restrictions alimentaires. Par exemple, la question d'allergie. Quelqu'un qui est allergique à tel aliment, vous pouvez le tuer. Alors donc, ça c'est la méthode militariste ou militarisée chinoise. Mais il y a aussi l'autre méthode occidentale. Où, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada, le gouvernement donne de l'argent aux agents économiques. On leur envoie l'argent dans leur compte et ils s'occupent de leurs problèmes. Mais est-ce que nous, on a les moyens de faire comme les Chinois? Ou est-ce que nous, on a les moyens de faire comme les Occidentaux? On est en train d'emprunter un chemin parallèle qui m'inquiète un peu. Parce que mon impression, c'est que l'État est en train de transférer le fardeau de la crise au secteur privé. Et ça, c'est inquiétant. C'est vrai que lorsqu'on est en période de crise, il faut quand même une solidarité nationale de tous les segments de la société. Mais, par exemple, demander aux bailleurs de libérer les locataires de leurs obligations de payer ou bien aux débiteurs de ne plus tellement rembourser, je crois que c'est des choses qu'il faut manipuler avec prudence. Ou bien demander au secteur privé de continuer à payer les salaires lors même qu'on sait que l'activité productive est à l'arrêt. C'est des choses peut-être qu'on peut demander pour 2 mois, 3 mois. Mais si ça devait s'étendre, je crois que la crise serait complètement généralisée et serait le chaos. Un amalgame entre une crise économique et une crise sanitaire et sans précédent. Je crois qu'il faut qu'on fasse extrêmement attention dans le pilotage de la crise. Autant, il faut faire attention aux aspects sanitaires qui sont importants, parce que sans la santé, il peut y avoir un redémarrage de l'activité politique, mais autant il faut aussi faire attention à la gestion économique et sociale de la crise. Justement, est-ce qu'il y a une gestion africaine ou bien sénégalaise de la crise qui ne calque pas sur la Chine, qui ne calque pas sur l'Occident, qui conforme à nos réalités culturelles, sociales? Je crois que ça c'est extrêmement intéressant comme question. Vous savez, tout le monde s'est rué pour dire il faut aider les pauvres. Je suis d'accord. Et on a dit qu'il faut faire de l'aide directe. Il faut leur envoyer des vivres, il faut leur envoyer du cash. Je ne sais pas si vous avez lu mes contributions, mais j'ai été l'un des premiers à dire qu'il fallait faire attention à cela. Parce que l'expérience, vous savez, la littérature économique est remplie d'études de cas pour montrer que c'est très très difficile de toucher les pauvres. Vous voyez? Pourquoi? Mais parce que techniquement, c'est difficile d'identifier qui est pauvre. À chaque fois, par exemple, on a compté sur les communautés, que ce soit les maires ou que ce soit d'autres formes d'institutions, pour identifier les pauvres. Il s'en est suivi des erreurs monumentales au Sénégal, en Afrique comme ailleurs. Alors moi, ce que j'avais dit, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que les pauvres vivent de quelque chose. Vous voyez? Il ne faut pas s'imaginer que le pauvre, il reste là chez lui, en train d'attendre qu'on lui donne. Il mange quand même, il boit. Il a un moyen de subsistance. Il est cireur, il est vendeur de beignets, il est dans l'informel. Donc, aider les pauvres à travers leurs activités de subsistance, ça permettrait de faire d'une pierre deux coups. D'abord, aider les gens, mais ensuite permettre à l'activité de se poursuivre. Parce qu'il y a quand même certaines activités qui peuvent se poursuivre ou même se développer. Et je crois que la crise devrait être l'opportunité pour développer ces activités. Est-ce qu'on pense à la campagne agricole qui doit venir? Vous voyez, l'agriculture bien supervisée, mais pourrait contribuer à notre sécurité alimentaire et à limiter nos importations. Je vois qu'il y a une activité de confection de masques artisanales. C'est très bien, mais il faut quand même superviser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en supervisant les gens. Et à ce moment-là, on fait d'une pierre deux coups. On aide les pauvres, mais on les aide à travers leurs moyens de subsistance. Et ça, à mon avis, ce serait la voie africaine de répondre je veux dire, efficacement à cette crise. Justement, sur cette question bien précise, on a vu des exemples venant de l'extérieur, des gens copiés. On s'est dit, comme l'a dit M. Alimbaï, qu'il faut trouver une gestion africaine, sénégalaise de la crise, renforcer l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, si on importe autant de riz, c'est parce qu'on n'a pas produit assez. Oui, mais il faut dire que moi, je suis
je crois qu'il n'y a pas de modèle. Tout a été fait dans l'improvisation. Parce que cette crise-là, c'est une crise inédite dans l'histoire de l'humanité. Jamais l'humanité n'a été atteinte de cette manière-là. Jamais. Mais est-ce qu'on peut allier célérité dans la gestion de la crise et réflexion en même temps? On ne peut pas faire l'économie de la réflexion. Dans tous les cas, si on fait l'économie de la réflexion, on va vers la catastrophe. Il n'y a aucune urgence qui justifie qu'on puisse surseoir au temps de penser comment on fait. Mais ce problème-là, toutes les mesures qu'on est en train de prendre sont des mesures qui sont bizarres, sur lesquelles j'ai 2-3 réflexions. Sur l'affaire de la distanciation sociale, pour moi, c'est un oxymore. L'homme est un animal social. On est en train de dire couper les interactions pour... On nous demande d'être inhumains pour survivre à cette maladie. Moi, ça me pose un petit problème. Si c'est ce que les médecins disent, moi, je vais le faire, mais il reste que ce n'est pas naturel. On va même jusqu'à nous dire d'éviter de nous toucher nous-mêmes. C'est-à-dire, on demande à l'homme de faire de la distanciation interpersonnelle. C'est problématique, cette affaire-là. Donc, on court-circuite le processus de socialisation normal pour demander à l'homme de s'adapter. C'est pourquoi aucune méthode n'est la meilleure. Est-ce que cette distanciation sociale ne va pas créer des problèmes de couple? Mais plus que des problèmes de couple... Dans les ménages. Nos modes de socialisation, la distanciation sociale, elle peut se penser très facilement dans des socialisations à l'européenne ou bien à la chinoise. Mais dans nos modes de socialisation, qui sont faits de rencontres, c'est-à-dire la vie du Sénégalais, la vie de l'Africain. Vous êtes allé dans un marché africain, le marché d'Antokpa ou bien les grands marchés à Lagos, mais si vous parlez de distanciation sociale, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Donc moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à se protéger. On sait se protéger. Les Africains ont l'expérience des grandes pandémies. Nous avons été très touchés par Ebola, pour toutes ces histoires-là, et on a toujours su s'en sortir. Mais il faut également le faire avec mesure. Pourquoi le faire avec mesure? Je crois qu'on a surréagi. Vous savez, cette maladie-là, cette maladie nous enseigne beaucoup de choses. Les médecins en sont arrivés à découvrir que ce qui tue, ce n'est pas le virus du Covid. C'est la surréaction inflammatoire qui affecte les poumons et qui fait que les gens meurent. Je crois qu'aujourd'hui, socialement, si on est dans la surréaction, on risque d'avoir plus de dégâts. On aura plus de dégâts économiques et sociaux que des dégâts sanitaires. Parce que tout ce qui nous a été promis n'est pas advenu. Ce qui s'est passé en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, n'a pas été la bande-annonce de ce qui est en train de se passer au Sénégal. Au Sénégal, en Afrique, on est, pour une population de 1 milliard, on est à 1000 décès. Donc il faut relativiser ces données-là. Moi je crois qu'une crise sanitaire il y a, mais il ne faut pas qu'on surjoue la crise sanitaire. Le troisième point, c'est les ordonnances Covid qui ont été prises ici au Sénégal, que le professeur a rappelé, relativement au non-paiement des salaires, au paiement des salaires et au paiement de 70% lorsque on doit mettre la personne en chômage technique. Ça, c'est le lieu, pour moi le juriste, de faire un certain nombre de précisions. Le licenciement pour motif économique, la mise en chômage technique sont des mécanismes qui sont mis à la disposition de l'entrepreneur pour pouvoir gérer la flexibilité. Le législateur social a tellement bien compris que la vie économique n'est pas un long fleuve tranquille, qu'il peut y avoir des chocs qui impactent la vie de l'entreprise. À partir de ce moment, des possibilités lui sont données de tenir compte de la difficulté économique pour soit se délester d'un certain nombre de salariés, soit les mettre au chômage technique le temps de revenir à meilleure fortune. Mais maintenant, lorsque vous dites à une entreprise, quand bien même vous êtes en difficulté économique, quand bien même la situation de votre production est telle que certains devaient aller en chômage technique, mais vous les gardez en chômage technique à concurrence de 70%, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de mobiliser la trésorerie actuelle de l'entreprise à des coûts qui ne sont pas compensés par une productivité. De deux choses l'une. Soit l'État vient soutenir ces entreprises-là, soit ces entreprises-là, le problème n'est pas réglé, il n'est que reporté. Parce qu'après le Covid, il y aura des licenciements secs. Première chose. La deuxième chose, c'est du point de vue de la cohérence juridique en tant que telle. Le prof l'a évoqué sous l'aspect économique. Moi, le juriste, je vais le prendre sous l'aspect juridique. Le contrat, c'est la loi des partis. Il appartient aux partis d'en déterminer le contour, d'en déterminer la substance. Le rôle de l'État n'est pas de s'immiscer
dans la gestion contractuelle des relations interparties. C'est pas ça. Dans tous les modèles économiques au monde, toutes les fois où l'État s'est immixé de façon un peu trop invasive dans les rapports entre particuliers sur le plan économique, notamment dans les relations de travail, notamment dans les relations économiques entre le créancier et les débiteurs, notamment dans la relation entre le bailleur et le locataire, on crée une crise économique artificielle. Pourquoi? Parce que l'État fausse le libre jeu du marché. Vous savez, à un moment, quel que soit le modèle économique dans lequel on est, il y a un marché qui se crée. Et ce marché-là, il doit, depuis Keynes, il doit s'ajuster lui-même entre deux paramètres. Un paramètre de l'offre et le paramètre de la demande. Si artificiellement, on fait modifier ces paramètres-là, il y a des crises sous-jacentes qui vont nécessairement ressortir de ce genre de choses. Et moi, ce qui me pose problème avec ces ordres crises-là, c'est ça. On aurait pu prendre le modèle français. Le modèle français, parce qu'on demande aux entreprises un effort, mais on le compense par ailleurs. On le compense par des mesures fiscales, mais on le compense par la possibilité de renforcer la trésorerie des entreprises par des prêts garantis. Nous, on a le PRES, le Programme de résilience économique et sociale. Moi, j'ai lu le PRES. En lisant le PRES, ces mesures sont prévues, mais elles sont assorties à quoi? À des discussions à venir. Toutes les personnes qui sont familières au discours administratif, comme moi je peux l'être, c'est que toutes les fois qu'on renvoie à des discussions à venir ou à des réunions à venir, ça veut dire que c'est un enterrement de première classe, ça ne se fera jamais. Combien de rapports a-t-on fait ici dans ce pays? Combien de séminaires a-t-on fait dans ce pays en tirant des conclusions assez pertinentes, mais toutes les fois qu'on les a subordonnés à la mise en place d'une structure ou à des discussions à mettre en place, ces décisions-là n'ont jamais abouti. Donc, et ça, il fallait le dire. Oui, à Limbey, déjà, dans certains pays, avec la crise, les think tanks sont en train de réfléchir pour l'après-crise. Quelle économie on va avoir? Quelle reconfiguration économique on va avoir? Est-ce que vous avez l'impression qu'on a dans nos pays que cette réflexion est menée et quand on sortira de cette crise-là, comment l'économie devra se comporter? Les gens parlent de nouveau monde, de notre monde, mais l'économie en tant que telle, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous voulez parler de l'économie nationale ou de l'économie nationale internationale aujourd'hui? Alors, je crois que l'économie nationale, dans sa configuration actuelle, sera impactée, mais l'économie internationale aussi, dans sa configuration actuelle, va être impactée. Il y a beaucoup de modèles qui risquent de changer, y compris jusqu'au modèle démocratique. Vous voyez, il y a des choses qui étaient là, en filigrane, et que la crise a contribué à révéler. Et que, donc, l'après-crise va davantage révéler. Le retour de l'État dans l'économie? Il y a beaucoup de choses. D'abord, regardez par exemple la digitalisation de l'activité productive. Par exemple, c'est quelque chose qui va avoir un impact durable. Par exemple, au niveau de nos universités. Moi, je sais que les universités, à travers le monde, ont toujours été réticentes à une telle digitalisation. Vous voyez? Maintenant, on a été obligé, par la force des choses, de le faire. Et je crois que ça ne va pas laisser des traces. Et donc, le modèle de gestion de nos universités aussi va changer. Parce qu'il faut comprendre que dans beaucoup d'universités occidentales, les familles s'endettent, les étudiants s'endettent et pour payer les institutions universitaires qui, avant, avaient le monopole de la connaissance et qu'ils ont perdu. Le monopole de la connaissance est maintenant dans le domaine public. Donc tout ça, ça va, à mon avis, changer. La manière dont les universités sont conçues, sont gérées, la manière dont le savoir est dispensé. Autre chose qui va être impactée, à mon avis, les rapports de force sur le plan international. On avait vu l'émergence de la Chine. Et je crois que la Chine risque de sortir plus fortifiée avec la crise que la plupart des pays occidentaux. Et la crise va révéler la fragilité du modèle démocratique et occidental. On voit que le système sanitaire pose problème. Les gens ont été très déçus de la manière dont les Occidentaux ont peiné à répondre à la crise sur le plan plus strictement sanitaire. Vous voyez? Mais de toute façon, le système démocratique commençait à... Vous pensez que l'État va rendre au cœur de la gestion de l'économie, comme en Chine, un État dirigiste un peu partout à travers le monde? Je pense que le libéralisme va subir un sacré coup. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit, le libéralisme a commencé à être critiqué parce que ça a produit énormément d'inégalités. Il y a une polarisation des revenus aux États-Unis qui est considéré comme le champion du libéralisme. La force des États-Unis pendant très longtemps a été
le dynamisme de sa classe moyenne. Maintenant, la classe moyenne n'existe plus. Le niveau de suicide a atteint des niveaux extraordinaires. Et il s'est documenté maintenant. Et dans nos pays. Et la crise l'a davantage renforcé. Parce que maintenant, on voit que là-bas aussi, c'est les pauvres, les Noirs qui meurent plus de la crise que les autres et qui sont plus affectés que les autres. Dans nos crises, on risque d'en subir aussi les contre-coups. Parce que si le monde devient multipolaire comme ça risque de l'être, ben écoutez, ça demandera et forcément des réajustements au niveau diplomatique. Est-ce que ces réajustements-là vont demander moins de dépendance vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de la production rizicole chinoise ou bien indienne ou bien vietnamienne? Est-ce que vous pensez que dans ce pays-là, le leadership est assez fort pour que le Sénégal produise finalement ce qu'il consomme, qu'on ne passe plus notre temps à importer le cure-dent de la Chine qui fait 6 000 km pour venir au Sénégal ici? Est-ce que la production intérieure sera revaloriser? Moi, je crois que ça, c'est une question très intéressante. Ce qui a manqué aux Africains jusqu'ici, c'est un positionnement stratégique. Vous savez, le monde, ce n'est pas une organisation caritative. Le monde, c'est quand même quelque part une jungle. Compétition. Voilà. Alors, les Africains sont toujours portés par l'émotion. Je vais vous donner juste un exemple. Lorsque on parlait d'autosuffisance alimentaire, d'import-substitution, on n'était pas les seuls à le faire. L'Asie le faisait. L'Amérique latine le faisait. Mais pendant qu'eux, ils le faisaient, ils essayaient de trouver des moyens pour renforcer en même temps le secteur d'exportation. C'est très complexe, je ne veux pas trop entrer dans ces détails-là. Mais ils ont fait en sorte qu'ils ont pu émerger dans un délai très court. Les Africains n'ont pas pu émerger. Ils sont restés dans ce discours, ils ont été les leaders sur le plan diplomatique à l'échelle internationale pour réclamer un nouvel ordre économique international, ainsi de suite. On a été pratiquement les pionniers. Mais après, à la fin, qu'est-ce qu'on a eu? Les programmes d'ajustement structurel. Parce que le revenu par tête a tellement baissé qu'on n'avait pas d'autres alternatives. Vous voyez? Donc, à mon avis, ce qui manque, c'est une analyse froide de la situation et une position stratégique et efficace, ce qu'on n'a pas toujours. Je pense que la crise pourrait servir au moins de déclic par rapport à ça. Est-ce que ça ne pose pas au fond la question de leadership? Au fond. Oui. Ça coupe. Si le Vietnam peut aujourd'hui importer son riz en Afrique, l'Inde la même chose, les autres pays, et que nous pensons, nous continuons encore à consommer le riz importé, à attendre même la petite babiole à importer, on ne fabrique rien. C'est la faillite des options de départ. Et de l'élite africaine aussi. Oui, des options. Et des dirigeants africains. Oui. C'est la faillite des options de départ qu'il faut tempérer par le fait qu'on a hérité d'un certain nombre d'États et qu'on était plus dans la construction de nations que dans des visions de développement en Afrique. Les crises qui vont naître après cette crise... Mais la Chine arrive à allier les deux. Construire une nation, en même temps construire un État. Non, la Chine était naturellement, historiquement une nation. La Chine n'a jamais cessé d'être une nation depuis des millénaires. La Chine, le Sénégal n'existe pas depuis des millénaires. Hein. Le Sénégal, c'est une entité politique très récente. Alors que la Chine est une entité politique qui date de plus de 1000 ans. Mais pour être resté sur ce point des crises après la crise, parce que cette crise-là, elle va passer. Mais d'autres crises vont venir. La boutade en sciences politiques, c'est de dire tout change pour que rien ne change. Il y a peut-être des recompositions d'un certain nombre d'invariances. C'est peut-être ça. Mais moi, je n'y crois pas trop. Cette crise, telle qu'elle se configure, va chambouler l'ensemble de nos certitudes qu'on a pu avoir. La première certitude qui va être chamboulée, c'est la crise de confiance. Il va y avoir un autre modèle de gouvernance qui n'est ni la démocratie, ni le totalitarisme, mais un modèle nouveau de gestion de la chose de la cité de façon un peu plus élargie. Pragmatique aussi. Très pragmatique, parce qu'aujourd'hui, ces histoires de leaders, c'est fini. Les gens n'y croient plus. C'est dû au fait que, massivement, les gens ont... Parce que maintenant, il y a l'éducation a fait qu'on a une base de connaissances assez large dans la population. Les gens ne croient plus en ce leader divin-là qui viendrait... Ça n'existe plus. Ça, c'était Mao. Ça n'existe plus. Ce qui va exister, c'est l'émergence d'une société civile très forte, de d'autres pôles de régulation sociale qui font intervenir. On a vu quel a été le rôle de Serigne Mountakha dans cette crise au Sénégal. Une sorte de cogestion. Une sorte de cogestion du pouvoir parce qu'il y a une multipolarisation de ce pouvoir-là qui va se réaliser, nolens volens, qu'on le veuille ou non. Et il y aura également l'arrivée massive d'une corporation qu'on n'avait pas très bien perçue. C'est
le pouvoir expertal. On a, dans la distribution du pouvoir, parlé des 3 pouvoirs, on a mis la presse comme 4e pouvoir, mais aujourd'hui, il y a un autre pouvoir qui est en train de naître, c'est le pouvoir des experts. Aujourd'hui, on a comme l'impression, et tous les dirigeants du monde le font, tout le monde se cache derrière les dires des médecins. Personne n'ose prendre de... On dirait qu'aujourd'hui, en France, c'est le comité scientifique qui le dirige. Le Sénégal est aujourd'hui dirigé par le professeur Seydi. Si le professeur Seydi dit demain qu'on confine ce Sénégal-là, le président de la République n'a pas le choix. Il faut qu'on interroge ce rapport entre les experts et les politiques. Mais est-ce que ce n'est pas ça qu'il fallait se faire depuis longtemps? Non. Parce que la connaissance, c'est le monde, le savoir. Oui, mais est-ce une légitimité à diriger? C'est une légitimité à dire, mais ce n'est pas une légitimité à diriger. C'est une grande question. Quel doit être le rapport entre les dires de l'expert et la décision du politique in fine? Nous, les juristes, on est familiers à ça parce que le juge, lorsqu'il fait face à une question qui lui pose un peu problème, il va faire recours à un expert et les dires d'experts lui permettent de prendre une aide à la décision. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est pas ça. Il va se passer quoi, Alassane Samba, après cette crise-là? Il va se passer ce qu'on appelle un retour de l'État-nation. On a chahuté la souveraineté a été chahutée dans tous les pays. Tous les pays étaient extravertis, ouverts aux 4 vents. Le Sénégal, avec la mondialisation, était ouvert aux 4 vents. On était un pays ouvert. Tous les pays ont vendu l'ouverture. On a vu que cette crise-là a refait naître une notion qui avait disparu du jargon, la notion de frontière. Ça, c'est un mot qu'on était capable de rester 1 an sans entendre parler de ce mot-là. Donc, il y a un retour de l'État-nation. Les États se sont recroquevillés sur eux-mêmes pour gérer cette crise-là. Or, la fermeture des États a été à contre-courant de l'ensemble des dynamiques économiques et politiques depuis plus de 20 ans. On a ouvert le monde sur le plan régional, sur le plan communautaire, sur le plan international, avec cette mondialisation. Il va se jouer ça. Mais avec ce retour de l'État-nation, il va y avoir d'autres types de crises en interne dans ces États. Les irrédentismes vont renaître. On va avoir en plus des crises communautaires. Parce qu'aujourd'hui, la crise va exacerber le sentiment des communautés à l'intérieur de la nation qu'ils sont en mesure de se prendre en charge eux-mêmes. Ce sont des questions politiques qui sont extrêmement lancinantes et qui peuvent imploser énormément d'États. Oui. Alors, je voudrais juste ajouter un point important. Oui. Je crois que ce qui va se passer après va très fortement dépendre de ce qu'on est en train de faire maintenant. Ouais. C'est le résultat de ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. Je crois qu'on est à un moment extrêmement critique de notre vie en tant que nation. Je crois que il y a beaucoup de prédictions qu'on peut faire. Mais il ne faut pas considérer qu'on n'a plus de marge de manœuvre. La crise a révélé notre besoin à nous centrer sur nous. Ça, c'est extrêmement important. La France a arrêté ses exportations de produits pharmaceutiques. N'est-ce pas? Alors, il y a énormément de potentialités qu'on peut cultiver, qu'on peut commencer à cultiver avec la crise. Vous voyez? Et donc, la gestion des fonds de riposte doit aussi servir à ça. Il faut construire des résiliences. Et si ces résiliences ne sont pas construites, si la crise n'est pas bien gérée, mais je crois que c'est le chaos qui nous guette. Mais il y a beaucoup quand même de pessimisme par rapport à cela. On se dit 60 ans après les indépendances, on a quand même connu des crises dans ce continent-là qui sont graves. Mais on a l'impression que les dirigeants, ils passent sur la crise, ils refont les mêmes choses, les mêmes approches. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que réellement, que foncièrement, qu'aujourd'hui, nos dirigeants sont capables, avec cette crise-là, de changer de paradigme? Moi, je crois qu'il y a une pression qui va les y poser. C'est qu'encore une fois, l'Afrique reste le seul continent vraiment pauvre. Tous les pays qui partageaient notre sort il y a 10-20 ans ont changé ou sont en train de changer. Avant, c'était la Corée, Taïwan et autres. Après, la Malaisie, maintenant, c'est le Vietnam, peut-être Bangladesh et autres. Donc, je crois que ça va pousser les Africains. Et ensuite, il y a quelque chose que vous ne devez pas négliger. L'exigence citoyenne en Afrique est de plus en plus forte. Avant, les gens se contentaient d'avoir des systèmes où il y avait des élections régulières, mais maintenant, il y a une exigence citoyenne qui est là et qui, à mon avis, va être de plus en plus forte. Mais il y a quelque chose de très important sur lequel je voudrais insister. Ce qui va se passer après la crise dépendra de ce qu'on est en train de faire. Et si les choses n'étaient pas bien gérées,
Parce qu'il y a beaucoup de choses sensibles auxquelles les gens ne font pas attention. Par exemple, les prix. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de problème avec les prix. Il faut faire attention à ça. Et si les prix, par exemple, flambaient, mais vous pouvez imaginer les conséquences sur le plan de la stabilité politique. Donc, il ne faut rien exclure. Je crois que la stabilité politique de nos États est en jeu. Mais tantôt, vous avez parlé de la France qui interdit l'exportation de ces médicaments. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne occasion pour le fonds Covid, de créer l'industrie pharmaceutique au Sénégal, de faire repartir les machines qui sont arrêtées? Mais c'est moi, c'est ce qui m'a fasciné. Est-ce que la réflexion va jusque-là? Ce qui m'a fasciné, c'est la réponse des acteurs de l'information. Ils n'ont pas attendu l'État. Quand ils ont vu qu'il y avait des problèmes avec des masques, ils ont commencé à confectionner des masques. Je ne dis pas qu'il faut systématiquement encourager ces mouvements spontanés. Il faut que ce soit encadré quand même par les médecins, parce que c'est sensible. Mais il faut une discussion entre les experts en médecine, les experts en économie et les acteurs eux-mêmes. Je crois qu'il y a... Est-ce que vous savez qu'on peut produire du beurre ou du fromage au niveau des fermes? Les machines pour le faire, ne coûtent rien du tout. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on importe tout le beurre qu'on consomme, tout le fromage qu'on consomme? Est-ce que vous savez qu'il y a un marché extrêmement florissant pour les produits de poissons transformés? C'est des choses qu'on peut encourager. Vous voyez? Ça va dans les poches de ceux qui sont exonérés dont on parlait là. Mais voilà ce que je dis. Ce que je dis, ce qui serait dangereux, c'est de laisser ces activités-là se développer de manière spontanée. Parce qu'encore une fois, il y a des implications médicales à ne pas négliger. Mais il faut qu'il y ait un dialogue et que les gens voient comment encadrer les petits producteurs. Mais on peut beaucoup faire à partir d'ici. Est-ce qu'avec les 1000 milliards, on doit réarmer, reprendre l'industrialisation ou bien reprendre une sorte d'industrie dans le pays? Ne pas dépendre des médicaments de la France, justement. Il y a beaucoup de malades au Sénégal qui dépendent de la pharmacie française. Macron dit on n'exporte plus nos médicaments. Qu'est-ce qu'on fait, nous? La tentation est très grande de vouloir renationaliser ou de tout produire en interne, mais ce n'est pas possible. Ce qu'il faut, il faut qu'on repense un multilatéralisme qui laisse aux États la possibilité de gérer des ressources et des secteurs stratégiques. Il y a des secteurs qui se sont révélés stratégiques aujourd'hui avec cette crise-là. On ne peut pas dépendre sur le plan médical. Un État qui n'assure pas la souveraineté médicale et sanitaire de ses citoyens n'est pas un État. On doit également se poser la question sur notre souveraineté militaire, notre souveraineté pétrolière, notre souveraineté énergétique. Il y a des secteurs comme ça. Le régalien est en train d'élargir sa palette. En réalité, c'est ce qui se joue. Le régalien était de plus en plus étriqué, mais il est en train de s'élargir. Ça ne veut pas dire, par contre, se fermer. Il ne faut pas se fermer. J'ai fait un article que j'ai fait paraître la dernière fois qui s'appelait Souveraineté. Je disais qu'il faut qu'on trouve une sorte de souveraineté opportuniste. Il faut que les Sénégalais fassent comme les Chinois ont fait. Les Chinois, toutes les fois qu'ils ont été en contact avec une nouvelle technologie, ont vu quel était l'impact économique qu'ils pouvaient avoir pour eux en interne ou pour eux à l'exportation et se sont rapidement mis à le mettre en place. Non, moi ce dont j'ai peur, c'est que ce soit seulement de la littérature. Au-delà de la littérature, mais si on n'a pas les moyens, la réalité sur le fait, l'action sur le fait. Si on n'a pas les moyens, c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui, soit la vision est une chose. Mais les moyens, c'est autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois que dans la démarche du président de la République, il y a l'idée d'anticiper l'ensemble de ces possibilités à ancrer des économies ici au Sénégal. Mais professeur, comment passer de la littérature de oui, on fait, parce que les Sénégalais sont conscients que tous les diagnostics ont été faits dans ce pays, toutes les réflexions ont été faites dans ce pays, mais il faut appliquer. L'application, c'est ça le gros défi de ce pays. Alors, je vais vous répondre très simplement. L'État, dans un contexte en développement, et même maintenant dans un contexte développé, parce qu'on s'en rend compte maintenant, on avait pensé qu'en Occident, que le marché pouvait se substituer à l'État. Maintenant, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai. Mais dans les contextes en développement, l'État ne peut être que développementaliste. Ça veut dire que l'État ne peut pas se soustraire à la gestion de l'économie. Et pourtant, c'est ce que nos États ont fait depuis l'indépendance. Est-ce que vous savez que toutes les stratégies économiques, les stratégies de développement, c'est les stratégies des bailleurs. Je l'ai toujours dit et dénoncé. Les États africains pensent qu'il faut gérer le social, il faut gérer le politique, mais l'économique, il faut laisser ça aux bailleurs. Ça, c'est un gros problème. Parce que les bailleurs n'ont pas pour vocation de développer un pays. De le développer. D'abord, ils restent ici pour 3 ans, 4 ans, après ils changent. Ça veut dire que ce qui les personnifie, leur staff. Donc, il faut que l'État reprenne en main la gestion économique. Et la gestion économique, malheureusement, ne peut se fonder que sur l'expertise. Mais est-ce que ça ne peut plus se faire sur la base de vous avez l'impression que l'expertise économique sénégalaise, les chercheurs sont mis à contribution dans le développement et la réflexion du pays? Est-ce que vous consultez, vous, en tant qu'universitaire, pour réfléchir sur des choses endogènes, internes, pour le Sénégal?
Oui, on a quand même des canaux de discussion avec les décideurs politiques. Mais je pense que on pourrait quand même institutionnaliser ça davantage. Moi, je pense. Parce que, quoi qu'on dise, l'économie a fait énormément de progrès dans le pilotage des politiques publiques. Vous savez, la dame qui a gagné le prix Nobel d'économie, Esther Duflo, je veux dire, sa nomination a créé beaucoup de problèmes, beaucoup de débats. Parce que les gens ont dit que ce qu'elle faisait, ce n'est pas de l'économie. Parce qu'elle fait ce qu'on appelle les random control trials. On prend les politiques publiques, on voit qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui ne peut pas marcher. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'aide directe. Le ciblage est très faible. Et des études comme les random control trials ont montré que le ciblage direct pose problème. Mais alors, l'économie a fait, pour me résumer, beaucoup de progrès dans ce domaine. C'est-à-dire faire des politiques bien ciblées et efficaces. Et beaucoup de disciplines, comme la médecine d'ailleurs, nous ont emprunté beaucoup de nos outils. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, ces outils ne sont presque pas utilisés. Le pilotage de l'économie relève de l'intuition. Vous voyez, le décideur politique se lève et dit, voilà ce qui est bon. Mais ce qu'on pense que c'est bon, à l'œil nu, mais c'est comme le virus, on ne le voit pas. Vous voyez, mais c'est la même chose en économie. Beaucoup de choses qu'on croit pertinentes ne sont pas pertinentes quand on les soumet à la loupe de l'analyse rigoureuse et scientifique. Voilà, le temps qu'ils ont un petit terminé. On aurait bien aimé prolonger ce débat parce qu'il est intéressant de parler de l'économie réelle, de l'effectivité de l'économie sur le terrain, c'est ça qui est le plus important.